Les municipales sont terminées et comme vous avez probablement pu le voir un peu partout dans les médias, tout le monde panique parce que, oh mon dieu, la gauche risque d'arriver au pouvoir. Eh ben écoutez tout le monde, j'ai pas beaucoup, couvert les élections municipales avant, donc je propose de faire un petit bilan après. Bon, moi vous le savez à la base, je suis un anarchiste, donc tous les dièses d'élections, c'est pas ma grande spécialité, genre c'est pas les trucs que je préfère, etc. Mais bon, là on va quand même rentrer dans ce qu'on va appeler l'année électorale, parce que là, bon bah ça y est, hein, les campagnes pour les présidentielles, elles ont vraiment commencé. Le premier bilan des municipales clairement est orienté vers les conséquences que ça va avoir vis-à-vis des présidentielles. Donc on va parler un peu de tout ça et on va être bien obligé de lancer le grand arc présidentiel 2027 de cette chaîne Twitch. Tout le monde, voilà, écoutez, je pense que c'est le moment où on peut acter que, voilà, je vais devoir parler de trucs électoraux, je vais devoir un petit peu faire un switch par rapport à mes formats habituels, je vais devoir faire un peu un switch par rapport à ma ligne éditoriale parce que on ne peut pas vraiment passer à côté d'une élection présidentielle en France quand on parle de politique. Donc c'est parti pour le gros arc. On va parler un peu de la France insoumise tout le temps, je pense, tout le monde, les gens, parce que pas bien le choix. Donc, on va commencer cet arc par les municipales. Et qu'est-ce que ça dit, les municipales, de l'équilibre des forces, du rapport de force qu'a la gauche avec le reste du pays, et on va clarifier un petit peu les choses. Donc, ce que je vous propose de faire, dans un premier temps, c'est de faire un petit bilan, on va dire force politique par force politique. Pour YouTube, je précise, voilà, big shout out à ma camarade, sœur et amie Écharpe qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de ce sujet d'aujourd'hui parce que vous savez, elle, tous les dièses un peu locaux, municipaux et tout, c'est vraiment grave sa cam. Et moi, j'étais pas trop en état de travailler. Donc du coup, merci à elle pour la préparation de ce sujet. Et on va se lancer tout le monde dès maintenant en commençant par parler, désolé, mais des main caractères de ces élections municipales. Clairement, la France Insoumise et la percée extraordinaire de la France Insoumise sur le plan électoral. Alors, déjà, la France Insoumise a réalisé littéralement les meilleurs scores de son histoire durant ces municipales-là, ce qui peut être un peu game changer. Parce que si vous ne le saviez pas, genre un des moments, un des grands arguments pour défendre le PCF et le PS, et même parfois un petit peu les écolos, par rapport à la France Insoumise, c'est que ils n'ont pas d'assises locales. C'est-à-dire que un des grands points faibles, d'un point de vue électoraliste, d'un point de vue républicain, tout ce que vous voulez, institutionnel, de la France Insoumise, c'est le manque d'assises locales. Et c'est ce qui faisait que, concrètement, le PCF et le PS avaient encore pas mal de puissance et avaient encore pas mal de cloutes au niveau de la gauche, quoi. Parce que t'es obligé de deal avec eux à partir du moment où ils ont des députés partout et où ils ont des mairies partout. T'as pas vraiment le choix, même si sur le plan national, ils se pètent clairement la gueule. Et donc, du coup, la France Insoumise commence, tout doucement, progressivement quand même, à avoir une vraie assise locale à travers ses mairies et tous les différents députés un petit peu partout autour de la France. Donc, c'est plutôt, je dirais, quand même un bon signe pour les forces de gauche dans ce pays. Parce que clairement aujourd'hui si on veut avoir un vrai discours de gauche, même un discours avec lequel que moi je trouve trop mou et que je trouve problématique à plein de niveaux, que je trouve SOSDEM, tout ce que vous voulez, en même temps c'est quand même eux qui médiatiquement parlant se retrouvent un peu en première ligne aujourd'hui pour défendre nos idées. Donc c'est plutôt une bonne chose que ça ait percé, je ne peux pas ne pas m'en réjouir. Donc on a aussi donc on a LFI qui a obtenu de très bons scores dans plein de villes populaires et de tout ce qui est autour de la périphérie urbaine. Donc on va avoir par exemple pas mal de banlieues, type Vénissieux du côté de Lyon, Roubaix, donc moi là où j'ai habité pendant longtemps avec ma daronne qui est passée France Insoumise, Saint-Denis, donc on va pas mal reparler, Sarcelles, et puis d'autres villes comme ça, un peu à droite à gauche. Mais on va revenir sur les villes une par une un peu plus tard. D'abord, je vous propose de parler vraiment, pour parler des différents partis politiques. On a également, alors que pourtant généralement on nous parle de tendances un peu inverses, etc., la France Insoumise qui a fait de plutôt bons scores dans les Outre-mer. Cependant, on va un petit peu pondérer par rapport à ces histoires-là quand même, parce que les listes locales qui se sont associées, qui se sont alliées avec la France Insoumise, sont surtout indépendantistes. C'est-à-dire que c'est davantage des gens qui veulent rendre les territoires d'outre-mer plus autonomes que des gens qui sont fondamentalement des mélenchonistes convaincus de ce que vous voulez. Donc, Bellec a la récupération blanche, Bellec un peu à ça,
pas oublier pourquoi les Outre-mer ont voté pour la France Insoumise, et pas se contenter de se dire genre, oui, bon bah voilà, la France Insoumise, c'est des antiracistes, c'est pour ça que... Non, c'est plus compliqué que ça, et il faut rester vigilant quand même toujours sur ce genre de dynamique. Toujours est-il que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors comme d'habitude, et de toute façon maintenant on commence à prendre le coup, les sondages ont très largement sous-estimé la France Insoumise avant les résultats, en particulier à Paris, parce que bah, vous connaissez hein, le centralisme français, genre Paris c'est quand même un endroit très 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 important. Et où du coup genre on a eu beaucoup de sondages qui sous-estimaient de baiser il faut faire un peu attention toujours à ces résultats-là, parce que la France Insoumise, elle a du coup pas mal percé, mais surtout en termes de voix, plus qu'en termes de mairie. C'est-à-dire que, en gros, proportionnellement parlant, il y a plus de gens qui ont voté pour la France Insoumise que de mairies insoumises. Parce qu'il y a eu les alliances, parce qu'il y a eu le second tour, parce qu'il y a eu tous ces trucs-là, tu vois, qui font que... en fait, ouais, c'est ça. Genre, quand on est dans un système à 2 tours, t'as forcément, genre, les candidats un peu plus centristes, ouais, qui peuvent un peu mieux avancer, un peu plus faire un genre de percée, quoi, concrètement. Donc, on a moins de mairies France Insoumise proportionnellement à la quantité de gens qui ont voté pour eux. Mais bon, c'est une élection à 2 tours, on s'y attendait. Il y a les triangulaires, etc. et tout, enfin, vous connaissez. Donc, voilà, quoi, concrètement, c'est quand même... Bon, ce qui fait qu'on en arrive quand même toujours à un résultat qui est un peu en dessous de ce qu'on aurait pu s'attendre vis-à-vis des proportions. Mais pour la présidentielle, a priori, c'est quand même plutôt bon signe. On a ensuite, donc ça c'est pour le volet introduction par rapport à ce qui s'est passé du côté de la France Insoumise. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Pour eux, c'est clairement une victoire. On peut pas le lire autrement que, voilà, la France Insoumise, c'est une vraie victoire contre eux. C'est une victoire pour eux, pardon. Donc, félicitations à eux, hein, et force pour la suite. Du côté d'Europe, écologie, les Verts, c'est une autre soupe. Genre, certes, la France Insoumise a fini par faire une percée et réussir à se renforcer autour de son assise locale. Bah, c'est au prix de l'assise locale des écolos, hein, qui clairement, pour le coup, sont en train de collapse comme jaja. Ils perdent quasiment toutes leurs municipalités, que ce soit du coup Annecy, Poitiers, Colombes, Strasbourg, Bordeaux, Besançon, etc. Donc on a vraiment genre une chute de la part pour le coup des écolos qui n'ont pas vraiment réussi à transformer l'essai, genre à plein de moments. On note généralement du coup dans les retours qu'on a de pourquoi est-ce que les gens n'ont pas revoté pour Europe Écologie Les Verts. C'est tout simplement parce qu'ils ont été déçus. Voilà, en fait, les gens n'ont pas apprécié les mandats des écolos. Donc, comme quoi, quand on fait de la merde, ça finit par se transmettre politiquement. J'avais du mal à y croire quand même, parce que bon, c'est pas tout à fait la méta de ces 15 dernières années, mais a priori, voilà, quand on fait de la grosse merde, les gens finissent par ne plus voter pour les écolos. Comme quoi, écoutez, ça arrive. Ça arrive. En tout cas, nous, on a eu un maire écolo à Grenoble pendant quand même pas mal de temps, et oui, effectivement, il est unanimement détesté par tout le monde, de droite comme de gauche. Mais on va revenir un petit peu sur la situation grenobloise un peu plus tard. Bref, on a du coup eu pas mal d'alliances vraiment confuses entre genre les écolos savaient jamais trop où se placer entre le PS et la France Insoumise. C'est un petit peu comme ça, comme s'ils étaient pris entre deux forces politiques qui vont s'affronter du coup durant la présidentielle. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette analyse quelque part. Mais voilà, faut imaginer comme ça, genre, voilà, on va faire une métaphore tout le monde. Imaginez que d'un côté la France Insoumise comme ça, c'est un bout d'un objet qui servirait, je sais pas, un casse-noisette, tiens, très bon exemple, très bonne métaphore, voilà, comme si du coup on avait un casse-noisette avec d'un côté du coup le PS et de l'autre côté la France Insoumise, et au milieu du coup les écolos qui savaient pas comment se mettre, et ils ont été comme ça broyés entre les deux forces. Et on n'a qu'à dire que c'est des... Attendez, vu qu'ils sont entre deux... on n'a qu'à dire que c'est des couilles. Voilà, comme ça. Imaginez, voilà, ayez l'image d'une couille dans un casse-noisette qu'on viendrait presser comme ça très fort. Bah ça, c'est les écolos. Et donc... du coup, on a les petites couilles toutes vertes qui sont vraisemblablement beaucoup plus bleues que vertes aujourd'hui, mais qui ont fini par du coup se fragiliser énormément, et ce qui a des conséquences politiques pour les présidentielles, dont on va reparler un peu plus tard. Du côté de Emmanuel Macron,
C'est la débandade, hein. On a également un côté très très débandade, côté bloc central, côté macroniste. Alors eux, pour le coup, ils sont pas à cheval entre la force politique de gauche de rupture et la force politique de gauche de droite. Eux, ils sont plutôt bloqués entre la gauche de droite et l'extrême droite, pour le coup. Genre, et ils se sont un peu fait couillifier aussi, quoi. Donc, du coup, voilà, on a, pour le coup, eux, c'est vraiment des couilles bleues de base, des bleus un peu clairs, quoi. Mais alors là, elles ont vraiment viré bleu cadavre. Donc, bon, petite, petite débandade côté macroniste qui ont perdu pas mal de cloutes. Ils ont réussi à obtenir, comment dire, des petites villes, de gros bourgeois, quoi, concrètement. Enfin, genre, je sais pas comment vous le dire, tout le monde. Ils ont réussi à choper surtout des petites municipalités remplies de bourges. Genre, vraiment, ils n'ont plus aucune assise populaire. C'est une dinguerie, comment plus personne ne veut d'eux, sauf les gens qui savent pertinemment que c'est vraiment leur intérêt premier. On a eu plein d'unions à droite à gauche qui ont été faites entre les différentes forces du bloc central, genre les unions avec le Modem, Horizon, toutes ces conneries, qui sont quand même plus ou moins la même chose, hein, c'est pas pour dire, mais... Enfin, c'est comme si t'étais en Pokémon, tu vois, et que les trois starters étaient de type feu, sauf qu'au lieu d'être de type feu, ils sont de type gaz. C'est un petit peu ça, le centre dans ce pays, quand même. Donc concrètement, ça a pas donné grand-chose. Et du coup, voilà, petit effondrement, le macronisme est en recul dans ce pays, qui aurait pu prédire. Et donc pour finir, voilà, on a fait extrême gauche, gauche, centre, c'est parti pour l'extrême droite, tout le monde. L'extrême droite qui est toujours évidemment attendue au tournant sur ce genre d'élection en particulier, mais qui n'ont pas fait autant de scores que ce que tout le monde avait prédit. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà, le RN a remporté quelques municipalités. Et un truc qu'on peut observer, un truc dont on peut discuter, c'est le fait que on a un switch dans le vote d'extrême droite où ils ont davantage fait des percées dans le sud que dans le nord. Et alors, si vous connaissez un petit peu le lore de l'extrême droite en France, c'est pas une vérité générale, mais ça reste quand même un peu un truc tendanciel où l'extrême droite du nord est une extrême droite qui est beaucoup plus populaire. C'est l'extrême droite des grandes zones qui ont été désindustrialisées, c'est l'extrême droite des perdants de la mondialisation, de je sais pas quoi, concrètement. C'est vraiment genre, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous c'est ça, notre extrême droite dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'on a à Hénin-Beaumont et dans tous ces endroits-là, quoi, concrètement, c'est plutôt une extrême droite populaire. Alors que dans le Sud, du côté de Cannes et du côté de plein de repères de fachos comme ça, on a davantage une extrême droite bourgeoise. On a une extrême droite quasi noble, en fait, hein, concrètement. Genre, on est sur... C'est pas des gens qui sont des anciens prolos, pour le coup. C'est vraiment des gens qui sont bien installés. Mais du coup, ça dit quelque chose. Le fait que le RN remonte davantage dans le sud que dans le nord. C'est que, en fait, moi, je pense... Alors, j'ai pas de preuves, quoi que ce soit. Mais moi, ma take sur ça, c'est que ça se voit que l'extrême droite est en train de se libéraliser. Pour moi, il y a un grand schisme aujourd'hui dans l'extrême droite. Il y a même plusieurs grands schismes dans l'extrême droite. Il y a le schisme entre les identitaires qui sont vraiment pro-français, les FAF, les franco-français, vraiment genre, vous connaissez quoi, les gens qui sont très très franco-français. On a les identitaires européens qui sont quand même assez différents. En vrai de vrai, quand t'es pour un pays très fermé ou une Europe très fermée, tu défends quand même des choses très différentes. Mais surtout pour moi, le grand schisme qu'on a dans l'extrême droite, c'est le switch entre l'extrême droite populiste de Le Pen, Le Pen-Fi, qui a fini par, comment dire, tout doucement quand même atteindre certaines limites, mais qui a quand même une certaine efficience dans le côté très anti-système, dans le côté très... comment dire, on vous propose un pacte racial qui prétend être un genre de pacte social, et on est illibéraux, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment cette extrême droite-là. C'est une extrême droite qui est proche de Viktor Orban, par exemple. C'est une extrême droite qui est dans des dièses qui sont pas forcément de baiser main dans la main avec le patronat. Alors, dans tous les cas, le patronat est derrière l'extrême droite, qu'on se mette bien d'accord. Mais ils préfèrent l'extrême droite libérale, libertarienne à la Bardella. À la Donald Trump, à la Elon Musk, tout ce que vous voulez, quoi, concrètement. Et c'est ça le schisme aujourd'hui qu'on a dans l'extrême droite, entre du coup une extrême droite illibérale et une extrême droite libérale.
concrètement, où on va avoir Bardella, du coup, qui représente beaucoup plus, bien davantage, ouais, une extrême droite qui est très proche des milieux d'affaires, du libertarianisme, de ça, les lumières sombres là, tout le délire autour de l'internationale fasciste. L'internationale fasciste, elle est pas mal construite autour du libertarianisme. Alors que Le Pen, pour le coup, ça va être plus illibéraux. Bon, ça reste des suceurs de patrons, hein, qu'on se mette bien d'accord. Mais, encore une fois, les patrons préféreront toujours avoir des libertariens. Et du coup, qu'on voit ça parce que du coup, de fait, aujourd'hui, en France, ce qu'on peut observer, c'est quand même que Bardella est progressivement en train de prendre plus de cloutes que Le Pen. Objectivement, de plus en plus ça va, plus Bardella est en train de prendre de la place et en train de prendre l'hégémonie à l'extrême droite. Mais, bon, il peut toujours se faire baiser par sa médiocrité, et être remplacé par un Bruno Retailleau, ça reste toujours une possibilité. Pour moi, le vrai candidat libertarien dégénéré, fasciste, bizarre, c'est Retailleau, plus que Bardella, mais c'est en vrai un débat pour plus tard. Mais toujours est-il que ça se voit, du coup, pour moi, ce truc où t'as l'extrême droite qui se rapproche de plus en plus des milieux d'affaires, des milieux du patronat, et qui du coup perd un peu son aura anti-système. Mine de rien, qui justement aujourd'hui commence à être récupéré par la France insoumise, et ça se traduit politiquement du coup par une extrême droite qui sans bourgeoise, ou du moins un électorat d'extrême droite qui tendanciellement se dirige davantage vers des classes aisées que vers des anciennes classes, des classes prolétarisées / début de la classe moyenne, tout ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et moi, je pense qu'à gauche, il faut qu'on en soit conscient de ces dynamiques-là à l'extrême droite, précisément parce que, ça peut nous servir, quoi. Il faut qu'on apprenne à être capable d'utiliser ces dynamiques qui sont à l'extrême droite pour pouvoir justement lutter contre eux. Donc, il faut qu'on garde ce genre de trucs en tête. Voilà pour le petit bilan. Partie par partie de ces histoires-là. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit, c'est municipal? C'est quoi le bilan aujourd'hui? On va faire le bilan comme ça, calmement, posément, en se remémorant chaque instant pour se rappeler des histoires d'avant, comme si on avait 50 ans. Déjà, stratégiquement parlant, on peut dire que c'est un peu le dernier moment politique avant les présidentielles, en termes de se mettre un thermomètre dans le cul. Genre pour voir un petit peu c'est quoi la température. C'est-à-dire que là, du coup, on va se rendre compte de comment la gauche se porte en fait d'un point de vue électoral. La vraie gauche, la gauche de rupture, quoi. Ou du moins je dirais, allez, soyons sincères, ce que j'en pense vraiment, la gauche de SOSDEM conséquents. Qui sont des vrais SOSDEM. Genre, c'est pas des SOSDEM libéraux. Genre, c'est des SOSDEM, quoi. Et donc, on commence à avoir de plus en plus, avec l'émergence avec cette percée du coup de la gauche d'un point de vue électoral, un bloc anti-gauche qui tente de faire campagne pour décrédibiliser le plus possible la France insoumise, et ça va du centre à l'extrême droite pour le coup, et il commence à tenter de créer une espèce de truc républicain contre la gauche en ce moment qui fait un peu peine à voir, surtout quand tu connais un petit peu l'histoire de notre pays. Parce que normalement le cordon sanitaire c'est pas pour la gauche, hein. Genre je rappelle quand même que les nazis ont été pognes avant tout par des communistes, mais bref, normalement le cordon sanitaire c'est pour les nazis, quoi. Je suis désolé, c'était quand même des mauvais souvenirs, il me semble. Donc on a eu ça pour le coup, et c'est là où pour moi ça devient intéressant d'en parler, parce que objectivement le bloc qui tente d'empêcher la France insoumise d'arriver au pouvoir, ils sont pas juste anti-France insoumise. Pour moi, ils sont anti-gauche. Genre, c'est vraiment un bloc qui tente d'affaiblir la gauche dans son ensemble, et c'est incarné aujourd'hui par la France insoumise. C'est-à-dire que même quand t'as des mouvements d'extrême gauche, comme les antifas qui se retrouvent dans des dièses, c'est la France insoumise qui va être pointée du doigt. Quand t'as des féministes radicales qui s'en prennent à Némésis, tout ce genre de trucs, c'est quand même la France insoumise qu'on pointe du doigt. Ils incarnent quelque chose, tu vois. Genre, ils sont objectivement là pour prendre le clou du truc. Et donc, en fait, moi, lorsque je vois les attaques qui sont faites à la France insoumise, d'un point de vue médiatique, qui sont faites à la France insoumise à plein de niveaux, pas m'empêcher de me sentir un peu concerné. J'ai un petit peu l'impression qu'on parle de moi. Ou du moins qu'on parle d'une version un peu édulcorée de moi. Et quand je vois la violence avec laquelle on traite des opinions que je considère déjà trop modéré, ça me fait me questionner sur le traitement qui sera réservé à ce que moi je représente politiquement. Donc, écoutez, on va rentrer dans une période de défense, hein, parce que c'est un peu l'ensemble de la gauche pour moi qui est attaqué à travers cette campagne de diffamation vis-à-vis de la France insoumise. Écoutez, faut qu'on soit un peu solide dans ces moments-là. Donc c'est un peu ce que je vous propose de faire pour le moment. On a également eu contre la France insoumise des ingérences étrangères, voilà, parce que tout le monde est en mode oulala, la France insoumise qui sont ambiguës sur la Russie.
Non, hein. La Russie, ils soutiennent l'extrême droite, ils soutiennent le Rassemblement National. Genre, est-ce que je ressors encore la photo où, dans le siège du Rassemblement National, on avait la photo de Le Pen, de Poutine et de Trump côte à côte? Est-ce vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Donc, bon... on se retrouve avec du coup des Russes qui tentent de cibler la France insoumise pour comment dire, essayer de nous faire perdre, enfin essayer de faire perdre la gauche. Et évidemment, c'est toujours vu comment dire, au travers du prisme des ambiguïtés de la France insoumise. Alors que bon, bah écoutez, normalement il faudrait un peu ouvrir les yeux, je sais pas, sur ces sujets-là. Peut-être que s'ils avaient un peu traité correctement les dossiers Epstein, ils s'en seraient rendus compte de ça. Mais bon, écoutez, ça les a pas vraiment intéressés apparemment le pouvoir, les dossiers Epstein, donc on va voir ça probablement plus tard. Hein. En attendant, du coup, on a du coup au bilan global de ces municipales, la France insoumise qui domine surtout, par contre, du coup, dans des centres urbains, en règle générale. Des campagnes, on a comme toujours et comme à l'infini, d'ailleurs vous avez sûrement dû voir passer plein de petits trucs un peu rigolos sur ça, ou des trucs un peu badants, genre un mec qui avait été condamné pour trafic d'enfants, qui a été réélu, enfin des trucs un peu... Mais voilà, les mairies de campagne, c'est sans étiquette tout le monde, hein. C'est-à-dire que généralement l'assise locale qui est dans les campagnes, elle est plus apartisane souvent qu'autre chose. La droite classique, la droite LR, pour le coup, dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, ça a pas mal, genre juste stagné. Et en fait, on voit surtout un rééquilibrage de certaines forces politiques. Et je vous propose de regarder un petit Reels qui nous a été proposé par la du team pour faire un petit peu, déjà pour moi, pour que je puisse respirer et boire. Et puis ensuite, pour commencer un peu à parler de tout ça avec des petits extraits quand même. Il y a une percée de LFI. David Giraud est en très large tête. LFI avait fait 7% en 2020 à Rennes, ils sont à 19%. Les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Toutes nos valeurs vont être annihilées par cette municipalité d'extrême gauche. On a ce graphique fait par Chris pour montrer les dynamiques. Alors à gauche, vous avez le front de gauche là, en rouge. Après, vous avez la France Insoumise en 2020 et la France Insoumise en 2026. Ce qui a été très important. Et il paraît que si Guiraud est élu à Roubaix, il y aura les chars chinois cette fois-ci qui vont arriver en fait. C'est réel, très réel. 2026, c'est ça et le Hamas, bien sûr. Les deux grands main dans la main avec la Chine et nous, j'imagine. Partis qui font voter sur leur nom ont été le RN et la France Insoumise. Les Républicains sont à 500 000, le PCF est à 68 000, le PS tout seul est à 228 000. Donc il a fallu des grands rassemblements pour battre des partis qui, eux, sont très importants. Le vrai clivage gauche-droite aujourd'hui, il est autour de France Insoumise à gauche et RN à droite. Et ça, je pense, c'est la grande conclusion qu'il faut qu'on garde en tête, du coup, sur... nous, c'est un truc qu'on répète depuis des mois, mais vous avez le droit de pas nous croire quand on vous dit que le duel, il va se jouer entre la gauche et la droite, et à la fin, ça sera toujours eux contre nous, à savoir la gauche la plus de gauche possible contre la droite la plus de droite possible. Effondrement du bloc central, c'est ce qui arrive à chaque crise du capitalisme, genre, c'était écrit... on en a déjà beaucoup parlé, mais je pense que maintenant, c'est genre l'analyse de tout le monde, quoi. Enfin, genre, comment tu peux ne pas avoir cette analyse-là à la fin de ces élections municipales? Ça va se jouer entre LFI et le RN. C'est sûr, enfin... Une fois qu'on voit ces deux grands partis, quelle est la dynamique? Ce qui est sûr, c'est... Ah ouais, non, alors par contre, j'aime beaucoup la du team, mais leur truc à base de... On va avoir Hollande versus Méluche au second tour. Faut être... C'est... Genre... Faut arrêter d'être d'élu quand même au bout d'un moment, genre... Enfin, on est quand même en France. Genre, un second tour gauche-gauche, c'est un joli rêve. Mais il n'y a aucun univers où ça se produit, pour le coup. Je suis désolé, hein. Genre, autant je les aime beaucoup, j'aime bien leur analyse de ce que tu veux, tu vois. Genre, j'ai même pas envie de les critiquer tellement c'est trop mignon. Mais je suis un peu d'accord. Genre, lorsqu'ils ont fait leur vidéo sur cette histoire, là, du team, entre leur second tour... genre, Hollande Méluche. Oui, j'ai dit gauche-gauche, laissez-moi tranquille. J'avais l'impression de regarder une vidéo de Alteris. Vous savez, le mec qui fait des vidéos de comment ça s'appelle déjà, d'univers alternatif où il s'est passé d'autres trucs, une uchronie. Voilà, c'était vraiment genre la vidéo uchronie de de chez la du team. Déjà dans leur uchronie, Hollande existe encore, ce qui est un peu une folie. Et que la France Insoumise sur son seul nom, en 2026, fait 50% de voix de plus que le Front de gauche
qui était lui assis sur des mers PCF, c'est-à-dire des implantations locales énormes. De la même manière, en 2014, le RN présente plus de 500 listes et fait 1 million de voix. En 2026, soi-disant avec sa dynamique énorme, 2 second tours de présidentielle, sa poussée sur les législatives 2024, ces européennes, il n'arrive même pas à présenter autant de listes qu'en 2014 et il fait moins de voix. Donc là, vous voyez vraiment la dynamique, et c'est la panique d'Odoul, de stagnation, et la FI rattraper les masses qui votent RN. Et ça, c'est très très important, tout le monde. C'est ce que je vous disais quand je vous disais que la stratégie RN, faut que je fasse un Reels d'ailleurs sur ce sujet-là, parce qu'il faudrait que j'en parle un petit peu de la stratégie, la fameuse stratégie de dédiabolisation. Parce que non, désolé, genre, la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen ne marche pas. Genre, je suis très sérieuse quand je dis ça. C'est-à-dire que hyper souvent, on va vous parler du Rassemblement National en vous expliquant qu'en fait, depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ils ont une très bonne stratégie de dédiabolisation qui consiste à mettre des cravates et à parler un peu sérieusement sur les plateaux télé pour tenter de devenir respectable. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que Marine Le Pen est un immense cerveau et qu'elle ait tout prévu à l'avance et qu'elle a tout prévu et qu'en fait, elle est trop forte et que c'est grâce à son énorme brain qu'elle a fini par être dédiabolisée. Moi, je regarde les dynamiques historiques. Je regarde la dynamique du capitalisme, je vois qu'on est dans une crise du capitalisme, une crise de la surproduction, une crise du taux de profit, quoi, concrètement, qui est en train de se péter la gueule, qu'à chaque fois que le taux de profit se pète la gueule de cette façon-là, avec une crise du capitalisme, les forces réactionnaires prennent du clout, et je suis désolé, mais aujourd'hui, en France, un mec comme Bolloré est beaucoup plus responsable de la dédiabolisation du Rassemblement National, le Rassemblement National. C'est pas parce que le Rassemblement National a eu une excellente stratégie de dédiabolisation qu'ils ont fini par être dédiabolisés. C'est aussi parce que d'un seul coup, t'as tous les titres de presse qui ont été rachetés par des grands patrons qui sont tous des énormes fachos, parce que t'as l'ensemble du pouvoir qui s'est mis à leur lécher le cul. Enfin, c'est quand même pas juste eux, de leur propre responsabilité, parce qu'ils sont trop forts et trop forts en stratégie, qu'ils ont réussi, pour le coup, à remonter du coup dans le cadre électoral. Au bout d'un moment, il faut regarder l'histoire. Genre, désolé, mais la montée du racisme n'est pas due à la montée du Rassemblement National. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a la montée du Rassemblement National qui est due à la montée du racisme. Et la montée du racisme, elle est due à cette radicalisation de la violence capitaliste au sein de cette crise. Donc pour moi, il faut arrêter avec le discours de merde qui consiste à dire que voilà, en fait, le RN est dédiabolisé parce qu'ils ont eu une stratégie de dédiabolisation. C'est pas vrai. C'est pas leur stratégie à eux. C'est la stratégie de la classe bourgeoise dans son ensemble. Et c'est notamment ce qu'on apprend dans les Epstein Files, où tu te rends compte que du coup, Epstein, il est passé d'être un démocrate qui, en gros, concrètement, essaye d'avoir une espèce de truc de compromis et qui s'est progressivement rendu facho, progressivement, voilà, étape après étape. Il est limite devenu une espèce de turbo-nazi, quoi, parce que voilà, en plus d'être un pédo-sataniste bizarre, c'est aussi devenu un espèce de nazi. Et c'est quand même quelque chose qu'on apprend dans ces fichiers-là, tu vois. C'est quelque chose qu'on est censé pouvoir analyser, c'est le fait que, non, désolé, le RN n'est pas monté médiatiquement d'un point de vue électoral parce qu'ils sont super malins. Ils ont fait ça parce qu'ils étaient backup. Ils étaient backup par les plus grandes puissances capitalistes qu'on possède, à savoir des puissances coloniales, tout le monde, des puissances qui viennent de milliardaires, je suis désolé d'employer ce terme qui est un peu red flag, mais les élites concrètement. Donc pour moi, faut sortir de ce discours. Faut sortir du discours autour de oh là là, en fait, le Rassemblement National sont trop malins, ils ont trop un gros cerveau, et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à se faire dédiaboliser, et il faudrait que la France Insoumise fasse pareil. Bah non, hein. Genre la France Insoumise, ils auront beau faire l'exacte même stratégie que le Rassemblement National, stratégie de respectabilité, ça pourra jamais marcher, parce que quoi qu'il arrive, ils se font chier dessus par tous les plus grands patrons de ce pays. Donc en fait, genre, stop, mettre trop d'importance sur ce genre de stratégie, et juste assumer la radicalité, et arrêter de chercher à être respectable ou je sais pas quoi, parce que de toute façon, ça pourra pas marcher. Parce que c'est pas ça qui a marché pour le RN. Donc en fait, stop avec ça. Genre, stop avec ça. J'ai fini mon petit point, on retourne sur la vidéo. À une vitesse grand V. Cette dynamique-là, sur 12 ans, plus les résultats de 2026, plus l'implantation qui va arriver pendant 1 an, plus le fait que la France Insoumise résiste à cette diabolisation, si elle rajoute en face un vrai programme de rupture à la hauteur de la violence qui se passe dans le monde, Trump, la guerre au Moyen-Orient, Netanyahou, etc., la France Insoumise est extrêmement bien partie pour être à l'Elysée en 2027. Et c'est pour ça que tout le monde panique. Et ça, je suis un peu d'accord. Très honnêtement. J'ai un parallèle que j'ai eu dans ma tête, mais je vais pas le faire. Et donc,
Et donc du coup voilà un petit peu quelques premières conclusions qu'on peut tirer de ces municipales. Donc à savoir que bah là on a clairement entériné notre analyse qu'on tient depuis plus d'un an autour du fait que le duel va se jouer entre l'extrême droite et la gauche de rupture, quoi, concrètement. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on répète. Et vraisemblablement, bah, c'est ce qui va se passer. Et moi, j'y crois un peu au fait qu'on peut à la fois éviter d'avoir du coup le fascisme qui arrive au pouvoir en France et en même temps d'avoir quand même un gouvernement qui nous permet de manifester correctement, qui nous permet d'avoir un vrai rapport de force avec lui, ce qui n'est pas le cas enfin ce qui va être beaucoup moins évident si jamais on a l'extrême droite qui passe au pouvoir, parce que moi on rappelle que c'est surtout ça ma take. Moi je veux que la France Insoumise soit au pouvoir pour pouvoir manifester contre eux, je veux pouvoir avoir un vrai rapport de force dans la rue qui sera écouté par le pouvoir pour leur imposer des trucs. Donc, on va quand même essayer de miser là-dessus. Je veux choisir mon ennemi, exactement, et ça va être ça le projet. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça arrive. Et pour que ça arrive, justement, une des stratégies qui avait été préconisée pour tenter de mettre la gauche au pouvoir a montré son inefficacité totale, le fait que personne n'en veut et que personne n'en voudra jamais, à savoir cette fameuse primaire de la gauche. Ça y est, enfin tout le monde, on va nous foutre la paix avec cette putain de primaire de merde dont personne ne veut. C'est finito, voilà, finito, pipo. On refera plus jamais de trucs machin primaire de la gauche. Stop avec ça. Les gens qui tenaient cette ligne, c'était les écolos qui le tenaient le plus fort. Et pour le coup, bah, ils se sont écrasés la gueule, donc plus personne ne les écoutera par rapport à ça. Et la ligne Forist, qui était pour le coup du côté du PS, n'a plus grand chose à pouvoir dire par rapport à ça. Donc pas de primaire, voilà, pas de primaire, finito la primaire. Et écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, on pourra pas voter pour Bad Mulch. Ça, c'est un peu dommage. Ça, j'avoue que c'est un peu le... Voilà, mais une larme coule sur ma joue par rapport à ce candidat exceptionnel. Voilà, désolé Bad Mulch. J'espère qu'il a un plan B quoi, pour continuer à survivre dans ces conditions. Mais du coup, voilà, on a ce petit poste, par exemple, du coup, des victoires populaires. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est le truc nul qu'avait fait élire Taubira pour qu'elle fasse rien, apparaître de droite. Donc le PS va enterrer la primaire de la gauche, c'est bientôt officiel, l'aile droite du parti à la rose et les Foristes se sont tombés d'accord sur l'avenir de la primaire de la gauche, il n'y en aura pas. Voilà, écoutez, bah bonne nouvelle, c'était quand même énormément d'énergie perdue, c'était quand même beaucoup de temps et de, comment dire, de crédibilité qui est passé à la trappe. Et salut Lizzie. Donc bon bah écoutez, on se retrouve dans une situation, écoutez, enfin moi le bilan du coup de cette non primaire, ça reste quand même, comment dire, ils ont réussi à se décrédibiliser sans même faire la primaire. Donc là, ils ont eu l'inverse du beurre et l'inverse de l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas fait de primaire, mais ils ont quand même eu le moment où ils se tirent dans les pattes et ils tentent de se rendre illégitimes les uns les autres. Et à part s'abîmer soi-même dans cette histoire de non-primaire, la conclusion est quand même pas folle. Et oui, du coup, c'est un peu la France Insoumise qui a gagné la non-primaire de la gauche. Mais bref... ni l'honneur ni la victoire, exactement, c'est vraiment très précisément ce qui s'est passé. Donc bon bah écoutez les gens, je pense qu'on peut le dire, je pense qu'on peut pas, je pense qu'on peut y aller avec moi tout le monde. Chez pour le PS bien sûr. Voilà, Big Chez. Le PS qui du coup a quand même tenté dans sa petite propagande personnelle d'essayer de dire que en fait s'ils ont perdu, c'est à cause de la France Insoumise, mais pas parce que la France Insoumise aurait fait une percée parce qu'ils sont meilleurs qu'eux. Non, c'est parce qu'ils ont malheureusement fait alliance avec la France Insoumise et que la France Insoumise serait donc un repoussoir et qu'en fait ils auraient jamais dû s'allier à la France Insoumise et que s'ils ont perdu c'est à cause de la France Insoumise. Drôle d'analyse. Voyons voir ce qu'en pense le nouveau maire de Roubaix. Moi ce que je vois
c'est que l'étiquette France Insoumise, ou en tout cas la réputation France Insoumise, c'est plutôt un accélérateur de victoire. Parce qu'on fait des scores dans ces élections municipales, au-delà de la question des défaites ou des victoires, parce qu'on a quand même des victoires assez intéressantes. Ouais. C'est quand même qu'on fait les meilleurs scores de notre histoire. Un accélérateur, alors vous êtes un peu seul à le dire, moi si j'écoute... Moi je suis un peu d'accord avec ça, hein. Je suis désolé, mais genre, objectivement, tu peux pas dire que fait que les gens ne vont pas voter, c'est la France Insoumise, puisque c'est eux qui ont fait les meilleurs scores, nom de Dieu, genre, c'est littéralement eux qui ont fait une percée électorale. Comment tu peux dire que t'allier avec les gens qui ont fait leur plus grande percée de leur histoire, c'est ça qui te fait perdre? C'est genre... complètement con. Ce que le vrai boulet, c'est le PS, mais oui! Disent vos amis ou anciens amis, plutôt anciens, François Ruffin, Olivier Faure, ils disent Jean-Luc Mélenchon, c'est un boulet pour la gauche quand on regarde les résultats. Dites donc pas à Roubaix, hein. Parce que moi, je gagne, j'ai pas les 36 000 étiquettes de la gauche. Alors j'ai quelques organisations politiques qui me soutiennent, mais je fais pas une campagne de logo par ailleurs. Non, pour moi, de ce que je vois, la France Insoumise, mais je parle de Roubaix, on pourrait parler de Tourcoing, qui est juste au-dessus de chez moi, qui est chez Monsieur Darmanin, où LFI fait quand même 25% au deuxième tour. On était à... Donc il n'y a pas David Guiraud d'effet repoussoir, notamment dans des villes où on voit bien que le report de voix de gauche socialiste ne s'est pas intégralement effectué sur les candidats insoumis. La caractéristique de cette élection municipale, c'est que les voix insoumises progressent massivement par rapport à 2020, mais parce qu'il y avait un contexte en 2020, il y avait aussi des soutiens. Et moi, je trouve ça ouf quand même que tu continues d'avoir un discours de la France Insoumise est un boulet quand t'as genre littéralement toutes les preuves que c'est l'inverse qui se passe. Que dans les endroits où la population est plus populaire, eux qui tiennent la barre pour le coup. Genre, tu peux pas dire que c'est un boulet quand c'est le moteur. Genre, désolé, mais tout le monde déteste le PS, tout le monde et le PS, genre vraiment, c'est eux les boulets, genre franchement, mais François Hollande, aucune blague, mais énorme boulet. Des listes citoyennes, mais on est une force politique aujourd'hui incontournable. C'est ce que montrent ces municipales, c'est qu'on ne peut pas faire sans nous. Et que donc la question qui se pose aujourd'hui à l'ensemble des habitants, c'est ça, ouais, à la limite c'est un boulet de canon de la gauche, c'est de se dire est-ce que on se jette tous dans le vide en considérant qu'il faut absolument diaboliser LFI, ou alors on considère qu'LFI est là, qu'elle a un soutien populaire très fort, qu'elle a gagné des villes, qu'elle a... Oui, et en plus je suis d'accord que les gens n'ont pas assez de haine vis-à-vis du PS quand tu regardes vraiment le bilan du PS, je suis un peu d'accord avec ça. Progresser dans tout le pays, et que donc c'est une réalité avec laquelle il faut faire, parce que nous sommes là et on n'a pas l'intention de baisser les yeux. Il y a quelque chose d'assez frappant, David Guiraud, vous revendiquez il y a un instant l'efficacité de l'étiquette La France Insoumise. Je suis allé regarder sur votre site internet, sur votre programme. Bon, le reste n'est pas très intéressant, on va passer à la suite. Voilà, pour le petit extrait autour de ces questions de municipales. Maintenant, voilà, on a fait un espèce de petit bilan des enjeux qui venaient de ces trucs-là, de qu'est-ce qui, sur le plan un peu plus national. Est-ce que ça vous dit qu'on revienne un petit peu quand même sur quelques histoires qui se sont passées d'un point de vue local? On va se pencher sur quelques villes quand même, histoire de rentrer un peu plus dans le détail, d'avoir des conclusions un peu moins abstraites, rentrer un peu plus dans des trucs un peu concrets. Ça vous va tout le monde? Et on va commencer par, évidemment, c'est Victoire qui m'a aidé à préparer ça, donc on va parler de Lille. Tout le monde, on va parler de Lille. Évidemment, Lille qui est un bastion historique du Parti Socialiste depuis quand même vraiment longtemps. Le Parti Socialiste qui était fragilisé déjà depuis un moment par les écolos. Et on s'est retrouvé donc avec une percée de la France Insoumise au premier tour et une crise en interne. C'est ce qu'on vous parlait sur les écolos qui se sont un peu collapsent. J'ai demandé, vas-y, envoie ton reel, Victoire, qu'on puisse avoir un peu un truc qui illustre du coup ces élections municipales. Balance ton truc. Et donc, on s'est retrouvé avec une espèce de duel, quoi, concrètement, entre le PS et la France Insoumise. PS qui a gardé la mairie. C'est quand même important de le préciser. Mais il s'est passé quelques petites dingueries. On va voir si Écharpe en parle et s'il faut qu'on rajoute des éléments à tout ça. Ah, c'est le premier tour des municipales à Lille. PS en tête, c'est pas étonnant, mais regardez comme la gauche leur colle au cul. Les écolos sont bons troisième et après t'as deux losers, oui bon. Mais du coup, ça veut dire qu'avec une alliance entre les écolos et la gauche, la mairie PS, elle tombe. Et ça, ce serait incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte que Lille, c'est le bastion du PS. Le PS tient la ville depuis des siècles. Même avant la création du PS, c'était son mouvement père qui la tenait. À part une parenthèse gaulliste et quelques candidats socialistes sans étiquette, le PS tient la ville depuis les années 1800. Donc là, si on la fait tomber, pour le PS, c'est terrible. Et on peut le faire avec la fusion entre les écolos et la gauche. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu. Dès le soir du premier tour, le candidat écolo se disait favorable à une union avec la gauche. Et vous allez voir
Grosse dinguerie incoming. Et le candidat de gauche aussi. La gauche a même fait un truc ultra sympa. Au lieu de répartir les sièges comme on fait d'habitude avec une proportionnelle au nombre de voix, là ils ont proposé un 50-50, donc totalement l'avantage des écolos. Et en interne, chez les écolos, la question elle a été votée. Les écolos votaient des trucs en interne, ils adorent ça, c'est vraiment leur truc. De mon côté, j'ai des sources qui étaient là au moment du vote, et qui m'ont dit que le vote il avait été serré, ça se voit à 2 voix près, mais que le résultat, il avait été sans appel, du côté de l'union avec la gauche. Donc du coup, tous les astres s'alignent et l'alliance se fait, non? Sauf que, sans que personne sache pourquoi, la tête de liste écolo a décidé de partir avec le PS en respectant ni ses militants, ni ses électeurs, ni même son propre parti. Voilà. Comme ça, il a décidé tout seul et nique ta mère le vote. Le mec, au sein de son parti, qui est un parti qui prône la démocratie interne, on lui a dit, tu t'allies avec la France Insoumise. Il a décidé de dire, fuck non. Il a pris la décision tout seul. Genre, et il a dit, et il est passé au PS, genre, pour les faire gagner. Oh, croyez-moi, les écolos ici, ils ont pas kiffé du tout. L'antenne jeune du parti s'est désolidarisée sur Instagram, les assos écologistes sont montés en pression, les militants ont lancé des appels à se barrer, et même certains colistiers ont annulé leur candidature. Même parmi les cadres nationaux du parti, il y en a certains qui ont gueulé. Même d'un point de vue politicien, là, les écolos avec le PS, ils ont un tiers de la liste, alors que la gauche en proposait la moitié. Mais du coup, là, Stéphane Bally, il trahit ses militants et ses colistiers. Donc, genre, il a réussi à tout trahir, le mec. Genre, tout ça pour arriver à une situation moins bonne. En respectant pas leur vote, il trahit son parti. Et surtout, il vous trahit vous, les électeurs. Parce que Bally, il siégeait dans l'opposition au PS. Il a fait des grands discours pour clasher Arnaud-Deslandes. Il n'hésitait pas à aller à la confrontation. Et même son programme était beaucoup plus proche de la gauche que du PS. Mais alors pourquoi il a fait ça? Il sera bien au PS? Ah bah ouais. Franchement, je pense que quand t'es au Parti Socialiste, tu vois un mec comme ça, avec un tel talent pour la trahison, tu te dis, mais est-ce que c'est l'élu? Est-ce que c'est lui, le Lisan Al-Gaïb? Est-ce que on l'a trouvé? T'as ce chien. Bon là, je peux pas vous dire pour sûr, On a que des rumeurs. Des pressions nationales, un deal entre Lille et Strasbourg, des pressions pour la présidentielle, on sait pas trop. Il y aurait même des gens qui penseraient que ce serait contre l'avis de son parti et juste pour lui gratter un poste de sénateur. Moi j'y crois pas trop, Les écolos ça a jamais été un parti fiable. Allez voir cette vidéo pour en savoir plus. Bref, si on se recentre un peu sur ce que ça change pour nous. Au second tour, à Lille, on aura donc 4 listes, avec la liste PS donnée gagnante. Mais vu la fuite des forces écologistes vers la gauche, il y a encore moyen de tenter un truc. Ça fait J'aime bien le fait que dans tes reels, tu parles pas du PS comme la gauche. Je pense que je vais aborder ça, enfin je vais prendre ça comme façon de parler aussi maintenant. Je vais juste dire le PS contre la gauche. chier. Mais vous savez quoi, il y a encore espoir, et c'est tout ce qu'il nous faut. Moi, je vous ai donné une bonne dizaine de raisons de pas voter PS, et croyez-moi, j'aurais pu continuer. J'aurais adoré vous parler de métro, de bancs publics, de cantines scolaires, de Palestine même. Mais juste les 10 raisons que je vous ai données, ça devrait suffire déjà. Ne votez plus jamais PS, et par extension dimanche, ne votez plus écolo non plus. Moi, je donne jamais de consigne de vote d'habitude. Vous êtes grand, vous êtes adulte, vous vous démerdez. Mais là, on n'a plus trop le choix. On voit bien quels partis trahissent et lesquels restent dignes dans leurs valeurs. Et parmi ceux-là, il reste plus qu'une seule liste. Donc réfléchissez bien à qui vous votez dimanche. Et abonnez-vous. Bon bah ils ont gagné le PS, dommage. Oh là, attendez, ça c'est mon stream manager. Regardez-moi ces résultats. Ça, c'est le premier. Oui, donc voilà, vous avez un petit peu un bilan donc de ce qui s'est passé à Lille. Je trouve que c'est une dinguerie. Voilà, je trouve que c'est une énorme dinguerie de genre... Enfin, c'est quand même des gens qui chient à la gueule de la France insoumise tous les jours de la semaine parce qu'il n'y aurait pas assez de démocratie interne. C'est, chez les écolos, on retrouve qui? Et l'après. Des gens dont l'entièreté du discours est construite autour de la critique de la France insoumise et de la démocratie interne. Et au sein de ce même parti, qu'est-ce qu'on retrouve? Une scission parce qu'ils n'ont pas respecté la démocratie interne. Genre, wesh! Enfin, au bout d'un moment... Il va falloir arrêter de faire crari et genre, juste, je sais pas moi, peut-être assumer. Ben, bref. Donc on a quand même du coup la mairie PS qui est toujours à Lille. Écoutez, on en reparle aux prochaines élections municipales. On va quand même finir par réussir à les faire tomber, ces connards. Ah oui, parce qu'après on pourrait parler de démocratie interne à Fakir avec Ruffin, on pourrait parler de son parti Picardie Debout aussi. Enfin bref, grosse dinguerie. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme de parler de... ces gens-là. Ça vous dit, on parle plutôt de Roubaix pour rester un petit peu dans le Nord-Pas-de-Calais, où on a déjà un peu parlé de cette situation, parce que bah voilà quoi, la France Insoumise a tout démonté à Roubaix concrètement, genre il a été élu genre quasiment au premier tour et il a été vraiment élu au second tour pour le coup. Il y a pas mal de gens qui ont chié à la gueule pour le coup de David Guiraud du coup qui genre concrètement était le candidat qui représentait, pour le coup, la France Insoumise. Et donc, quelles a été les réactions médiatiques face à cette élection-là? Et bah les gens, et là on va rentrer dans un espèce d'arc qui va nous permettre de finir cette capsule autour du déchaînement de racisme
qu'on a eu pendant les municipales. Enfin, je veux dire, là, on a parlé de plein de sujets, mais il va vraiment falloir qu'on parle du racisme, tout le monde. Genre, d'un point de vue discours raciste, ces élections, c'est une énorme dinguerie. Genre, on va parler de Roubaix, et on va parler en particulier de Saint-Denis. C'est tellement grave. C'est tellement grave. Genre, tout ce qui a été dit autour de ces questions-là. Donc, on va regarder un petit extrait de Europe 1. Du côté de la France insoumise, malgré la tempête de polémique dans laquelle LFI s'est engouffré, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon réalise une percée dans les grandes métropoles de plus de 100 000 habitants. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et cet élan embarrasse le Parti socialiste. Effectivement, les insoumis progressent, par exemple à Lille, où ils talonnent les socialistes dans une ville bastion historique du PS depuis des décennies. Dans plusieurs métropoles, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon est même clairement en position de force. C'est le cas à Limoges ou à Toulouse, à Marseille, Nantes, Clermont-Ferrand ou encore Brest. Tu sais, t'auras beau faire semblant, mais on voit ça se voit qu'il n'y a plus de cheveux là derrière cette touffe. Des maires sortants socialistes vont avoir besoin des insoumis pour l'emporter. Le PS peut aussi espérer faire basculer certaines villes détenues par la droite, mais pour cela, il va avoir besoin du soutien de LFI à Saint-Étienne ou à Amiens, par exemple. Malgré tout, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, refuse tout accord national. Vous aurez noté que nous n'avons jamais été soumis aux insoumis. Il n'y a pas eu d'alliance au plan national ni au premier tour. Il n'y en aura pas davantage au second tour. Pas d'accord national donc, mais Olivier Faure appelle néanmoins les socialistes à rassembler dans la clarté en respectant, dit-il, nos principes et nos valeurs, l'art de rester flou pour ne... On va parler un peu de Toulouse aussi, mais j'ai pas trouvé d'extrait malheureusement, donc si quelqu'un a des extraits intéressants à nous montrer pour Toulouse, je suis assez chaude. Et donc du coup voilà, qu'est-ce qu'on a eu comme discours autour de Roubaix? Désolé, je crois que c'était un extrait sur Roubaix, et j'avoue je me suis un peu planté. C'est pas grave, ça arrive. Et donc, oui, force mis à son daddy, bien évidemment, Mélenchon. Bah, quoi qu'en fait, Olivier Faure, pour moi, c'est un peu ce twink qui a du mal à choisir son daddy, tu vois. Genre, il sait pas si il préfère avoir daddy Mélenchon ou daddy Hollande. Il est un peu perdu entre les deux. Genre, imaginez comme ça que Mélenchon, c'est genre la partie de droite d'un objet, je sais pas, qui permettrait de casser des noix, par exemple, que de l'autre côté, du coup, il y aurait Hollande, et Olivier Faure, c'est comme une espèce de testicule, comme ça, enfin bref, vous avez la métaphore. Bref, ça vous dit de regarder ce que dit Maher Habib sur Roubaix? Vous savez ce qu'il y a à Roubaix? Des Arabes! Et ça lui fait très très peur. Ça lui fait très très peur. Ah bah oui, hein, parce que forcément, c'est des antisémites, hein. Et c'est complètement ça, le discours. Le discours raciste qu'il y a eu sur Roubaix, c'est genre, si LFI, genre... passe à Roubaix l'antisémitisme. Voilà, c'est ça son discours. Parce que voilà, il a été élu par des Arabes. Donc, un candidat ouvertement antisémite a été élu à Roubaix le 22 mars 2026. Oui, David Guiraud, qui m'a traité à 4 reprises de porc devant toute la France, a surfé sur la plus vieille insulte antisémite, sur sa haine viscérale des Juifs et d'Israël, pour accéder à la mairie de Roubaix. Je suis triste pour Roubaix, triste pour la France. On rappelle que la France Insoumise n'a toujours pas été condamnée pour le moindre propos antisémite depuis le tout début, qu'on essaye de, genre judiciairement, légalement, les prendre par rapport à ça. Il y a toujours eu littéralement aucune condamnation. Contrairement, par exemple, je sais pas moi, au RN qui ont présenté des gens qui ont déjà été condamnés. Bref. Écoutez, voilà, c'est toujours Maher Habib qui clairement n'a pas fini de se rouler dans la boue par rapport à tous ces sujets-là. Donc écoutez, chez Maher Habib, allez, attention, il y a encore des gens qui l'écoutent. Je veux dire, sur son post, les 2 réactions principales, c'est quand même mort de rire qui a plus de clout que pouce vers le haut. C'est-à-dire que même lorsque le mec il parle pour dire des trucs comme ça, les gens se marrent, genre vraiment quitter en fait, genre Maher Habib quitter au juste. Mais alors bon, ça c'est les dingueries de Maher Habib. Maintenant, qu'est-ce qui se dit à la télé? Aux mains des sortants, qu'est-ce que vous en tirez déjà comme J'écoutais Manuel Bompard comme vous et je trouvais ça assez surréaliste, c'est-à-dire que ça faisait longtemps, très longtemps, j'ai l'impression que je n'avais pas été d'accord avec lui. J'étais pratiquement d'accord sur tout, sauf quand il parlait évidemment des calomnies contre LFI. Pourquoi ? Parce qu'au fond, on pouvait penser que les succès de LFI au premier tour seraient démentis par le second tour, ce qui peut arriver souvent dans les élections municipales où les 2 tours ne correspondent pas tout à fait. Mais là, ils sont quand même partis pour avoir de beaux résultats. On attend les résultats de Toulouse, mais je suis désolé. Déjà, quand on voit le résultat de Roubaix, 53% pour David Guiraud, étant donné ce qu'il a dit, c'est très angoissant.
C'est dégoûtant. C'est-à-dire, moi, je pense à par exemple, les Juifs qui, j'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les Juifs qui vivent là-bas, après tout ce qu'il a dit. Oui, elle est très faible, il y a une cinquantaine de familles. Il y en aura sans doute de moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Bien sûr, C'est-à-dire, ils vont partir. Je l'ai envoyé à Tzedek Lille, qui a des membres à Roubaix, et à l'UJFP Roubaix-Tourcoing, ils ont bien rigolé. Ah bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes d'autant plus que, bah, désolé, mais il y en a des juifs, en fait, pour le coup, à Roubaix, et ils sont plutôt, bah, du côté de la FI, pour le coup, mon ref. Obligés, de toute façon, ils vont sans doute être obligés. C'est-à-dire, je veux dire, on se demande, en fait, après avoir entendu ça, parce que, bon, il n'a pas dit que des bêtises, Manuel Bompard, c'était un constat, finalement, assez juste sur certains points. Ils ont compté les juifs, non mais... Mais... Leur fameuse lutte contre l'antisémitisme, où à la fin, tu sais, ils font des fiches où ils répertorient tous les juifs de France. Pour ne pas être antisémite, hein, bien sûr. Qu'est-ce qui est en train de devenir ce pays? C'est-à-dire que, bon, on attend les autres résultats, mais c'est vrai que si, par exemple, on a des résultats du même type à Toulouse, il y aura de quoi s'angoisser. Oui. Alors que vraiment, genre, eux qui défendent à longueur de temps un parti qui a été mené par un tortionnaire de l'Algérie et qui a bénéficié de fonds monétaires venant de partis littéralement fascistes, et genre... et vachement moins dangereux. Enfin, il y a vachement plus de raisons de s'angoisser de la France Insoumise, bien évidemment. Et donc, du coup, comment ça s'est un peu terminé, cette histoire? Parce que, bah, mine de rien, il y a quand même eu des conséquences, un petit peu, à cette espèce de vague de merde qui s'est déversée sur la France Insoumise. À savoir David Guiraud, qui en fait a pris des mesures judiciaires. Ce vendredi, le conseil municipal de Roubaix fera de moi le maire de la ville. J'écoute avec attention les commentaires médiatiques et j'archive tout. Je constituerai rapidement une cellule juridique pour poursuivre en justice ceux qui salissent notre ville et sa réputation. Le Nord ne plie le genou face à personne. Roubaix ne se taira plus. Passez, merci de dire ça. Genre, c'est nécessaire. Ça fait du bien. Quand même à entendre. Alors, toujours dans le racisme, genre, bon, on a donc toutes les forces centristes, réactionnaires, tout ce que vous voulez, qui du coup étaient en mode, oh là là, c'est terrible, la France Insoumise à Roubaix, l'endroit où il y a plein d'Arabes, en fait, les Arabes sont antisémites, parce que le Hamas. Je crois même que j'avais entendu, alors j'ai pas retrouvé l'extrait, mais je crois même avoir entendu quelqu'un qui disait, genre, je sais plus si c'était à la radio ou à la télé, que si jamais David Guiraud, genre, est élu à Roubaix, ils allaient mettre le drapeau du Hamas, genre. On en est là, quand même. Je sais pas dans quel univers fictif ils vivent, où ils essayent de faire vivre les gens, mais c'est quand même un peu grave. Oui, j'avais entendu ça. Je sais plus où j'ai entendu cet extrait, mais j'avais vraiment entendu cet extrait où ça parlait de, genre, ils ont remplacé les chars russes par le drapeau du Hamas, genre, dans le discours. C'est trop grave. Genre, désolé, c'est trop grave. Mais je pense que... Ah, c'était en Seine-Saint-Denis, pardon. Peut-être que c'était en Seine-Saint-Denis. Mais, bah justement, ça me fait une transition parfaite. Parce que, histoire de continuer à parler un petit peu du racisme, il faut qu'on parle de la Seine de Saint-Denis. Genre, vraiment, les gens, c'est une énorme dinguerie. Je pense que c'est l'endroit où il y a eu objectivement la plus grosse campagne de diffamation raciste vis-à-vis de la France Insoumise. Genre, les gens, regardez, on a mis quelques extraits de côté, c'est vraiment genre très chaud. Il y a une forme de partition dans cette ville et dans certains quartiers, mais elle n'était pas assumée politiquement. Là, pour la première fois, on a un chef politique qui nous dit je suis séparatiste, en fait. Il le dit pas tout à fait comme... Alors, il le dit pas, mais il le dit, hein, bien sûr. Ça, mais c'est ça que ça veut dire. Et alors, et du coup, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Là, il va donner aucune citation, il va donner aucun argumentaire, il est noir. Si on prend intervention après intervention, et pour ce qui est de la police municipale, vous avez dit, je connais bien cette ville, effectivement, le problème de cette ville, c'est l'insécurité. Donc ceux qui vont... Qui est grandissante. Hein. Oui, ceux qui vont en souffrir en premier, c'est les habitants de cette ville. Vous me direz qu'ils auraient dû aller voter parce que il a été élu finalement qu'avec 13 000 voix d'avance et qu'ils l'ont voulu, ce maire. Attention à ce que vous dites, vous êtes en train de dire ils n'ont que ce qu'ils méritent, il fallait voter. D'une certaine manière, non mais... Vraiment, genre... C'est là, c'est genre, au-delà du fait que bon, c'est des gros racistes de merde, il y a vraiment ce truc de, c'est vraiment ça votre analyse politique? Genre vraiment, vos conclusions, c'est ça? Mais à force de se battre contre des débiles, on va finir par gagner, hein. Genre vraiment, hein. Et évidemment que non, il faut que l'État d'ailleurs, même si... C'est un peu comme moi sur Twitch, il n'y a pas de police municipale, l'État doit faire respecter la loi à Saint-Denis parce que justement, c'est pas une principauté, c'est pas la propriété de... Moi, je me demande s'il n'y avait pas quand même une certaine peur, est-ce qu'il n'y a pas des intimidations? Là, je suis dans la fiction, hein, mais... Genre là, le mec, sans aucune preuve, sans genre aucune data,
sur un plateau télé. Peut-être qu'il y a des coups de pression qui ont été mis. Peut-être, et ça vous dit, on s'imagine que, voilà, il y avait des vilains arabes et surtout des noirs qui ont empêché les bons blancs d'aller voter. Mais ça existe dans les. Mais on peut aller voter. Il n'y avait pas des intimidations pour empêcher. Voilà, merci. Voilà, il y a quand même un mec un peu honnête. Et je le dis, c'est malheureusement le produit d'une très longue évolution. Maintenant, il faut faire appliquer les lois de la République partout. Et justement, il faut mettre très vite un terme à ce type de discours parce que c'est un discours. Cite le discours, putain, c'est basé sur rien d'autre que sa couleur de peau, arrête de faire genre. Sécessionniste. Voilà, sécessionniste. Allez, pourquoi pas. Genre, voilà, pourquoi pas. Alors, du coup, ça, c'était le level 1 du racisme. Level 2. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, sur la participation, pointent le fait que les cités de Saint-Denis ont Donc là, du coup, c'est le nouveau maire de Saint-Denis. Voté dans cette élection et qui accusent notamment les narcotrafiquants d'être allés chercher les électeurs. Il y a eu un article dans le Canard enchaîné qui stipule le fait que des policiers municipaux accusent des dealers d'avoir pris des cartes d'identité, d'avoir appelé à faire des procurations. Qu'est-ce que vous... Bah, il est noir! Il doit forcément être pote avec les dealers! Tous les noirs, ils connaissent ça, non? Le deal! Le narcotrafic! Ah bah oui, hein! En fait, entre LFI et Al Capone, il n'y a qu'un pas, j'ai envie de dire, finalement, tu vois. Genre, et oui, et bien évidemment, le crime organisé, hein. Genre, le mec, c'est juste un noir qui a été élu, et leur première pensée, c'est de croire qu'il s'est allié avec les dealers. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de racisme qu'il faut pour arriver à ce genre de conclusion, tout le monde? Vous répondez à ceux, effectivement, qui disent que dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens... C'est alors que, en plus, les patrons de points de deal, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est là que tu vois que c'est du discours purement débile. Genre, désolé de le dire comme ça, mais genre, déjà, le trafic de drogue ne passe plus exclusivement par les points de deal. Ça, c'est vraiment genre une vision qui date du début des années 2000, genre. Enfin, ça a quand même pas mal évolué, hein. SO Uber Shit, bien sûr. Donc, déjà, grosse connerie. Ensuite, non, tu n'es pas un patron de points de deal, hein. Genre, à la limite, tu peux être un patron d'un truc de... En plus, mais même pas, genre, l'organisation du crime organisé en France ne fonctionne pas sur un modèle vraiment de mafia comme on peut s'imaginer, en fait. Je suis désolé, ça se crée de façon beaucoup plus organique que ça. Il faudrait qu'on s'intéresse en profondeur à comment ça marche, genre les grossistes et les petits grossistes. Enfin, c'est tout un système qui est beaucoup plus organisé que juste, genre, la mafia, Al Capone, qui qui tient, en fait, dans le creux de sa main tout le crime organisé de la France. C'est beaucoup, beaucoup plus organique que ça, beaucoup plus décentralisé que ça, et il faut arrêter de croire que, genre... En fait, moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Contre la France Insoumise, il y avait une autre qui servait à les décrédibiliser. C'était pas autour de la drogue, des musulmans. Quelle grande surprise. En mode, il y a vraiment eu ça, à une époque, à la télé, où le discours, c'était littéralement, en fait... Il y a, dans les mosquées, appel à voter la France Insoumise. Et là, ils tentent de faire le même coup avec, genre, les dealers. Parce que, évidemment, dans leur tête, musulmans, dealers et terroristes, c'est la même chose, d'accord? Pour eux, c'est pareil. D'ailleurs, il y a aussi eu, au passage, une campagne médiatique raciste autour du fait que, soi-disant, les mosquées seraient des points de deal, ce qui est, encore une fois, une énorme dinguerie, ce qui est juste objectivement faux. Et puis ensuite, c'est pareil, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment genre une pensée un peu low-key complotiste dans laquelle t'as comment dire, oui, c'est juste complotiste, genre c'est juste complotiste, sauf que voilà, c'est du complotisme qui se base autour d'un noir, donc ça devient, c'est la drogue, c'est le trafic de drogue, c'est juste purement une théorie du complot, genre. Aujourd'hui, est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui? Est-ce que vous allez débrancher des caméras de surveillance? Ça sert à rien, les caméras de surveillance, d'accord? Genre, le concept de vidéoprotection, c'est débile. C'est du marketing, d'accord? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Y a aucune étude qui... Ah! Monsieur le maire, en fait. C'est une question complètement irresponsable, mais je vais vous répondre parce que je ne pense pas que ce type de question vous l'aurez posé, par exemple, à Mathieu Hanotin qui a été élu en 2020 et pour lequel il y a eu d'ailleurs un certain nombre d'actions de jeunes qui l'ont soutenu. Mathieu Hanotin, il n'a pas eu des enquêtes du Canard enchaîné ou de l'Express qui montraient qu'il y avait des soupçons de... Vous évoquez des choses, à mon avis, sans réellement comprendre en fait ce qui se passe.
vous avez une cabale qui est organisée, mais indépendamment de ça, c'est que cette cabale, elle colle en fin de compte avec ce que je suis. Bali Bagayoko, un enfant en fait hérité de l'immigration, et donc forcément... Voilà, donc quand on a besoin de faire une théorie du complot, on s'imagine qu'il est de mèche avec le narcotrafic. Ça coche avec le fait qu'il est forcément en lien avec les narcotrafiquants, il est forcément en lien avec le BID. Moi, je suis père de famille de 4 enfants. Je suis cadre de développement dans une grande entreprise publique. Il est stylé, en vrai il est fort. Hein. Il est fort, il garde son calme et tout, clean as fuck. Donc celles et ceux qui tiennent ce type de responsable de propos sont purement et simplement des irresponsables. Vous chasserez les dealers, vous traquerez les dealers. Pour ce qui est les dealers, c'est pas ma responsabilité. Chasserai les dealers. De le faire. Alors c'est plus la responsabilité de Darmanin, Actuali. Il y a la responsabilité de l'État de le faire, y compris par la police nationale. Et s'ils doivent être chassés, ils le feront par le texte en fait de la loi. Et donc moi, j'ai pas discuté avec. Voilà, donc genre on en est là quand même dans ce pays en France où quand t'as un noir qui est élu, un noir de gauche, très important, qui est élu, le premier réflexe, c'est de faire une théorie du complot. Comme quoi il serait de mèche avec des narcotrafiquants, genre. Bah, félicitations en tout cas, félicitations à lui pour avoir gardé son calme et pour avoir été ce goth dont on a grave besoin dans ce genre de situation. Merci à lui. On peut continuer, toujours, dans le racisme? Allez, c'est parti, on continue. On en parlera dans un instant. Mais donc, la Nouvelle-France pour LFI, pour ce maire de Saint-Denis, c'est l'immigration. C'est les Français issus de l'immigration. Allez! Alors attention, hein, pas n'importe quelle immigration. Ah! Précisons. Moi, je suis fils d'étranger, mais vu que c'est un Suédois, ça marche pas. Hein. Les Portugais, ça marche pas non plus. Les Italiens, ça marche pas non plus. Vous savez, on a voulu ouvrir l'Union Là, il est en train d'assumer que c'est un suprémaciste blanc, quand même, non? européenne à certains pays de l'Est. Ça ne marche pas non plus. Non, on parle d'une immigration africaine et arabo-musulmane. Il faut les Noirs et les Arabes. Préciser les termes. Je pense que d'une certaine façon, de toute façon, il n'avait pas besoin de le faire parce qu'on a bien compris. Et dans le fond, vous savez quoi? Eh ben, être un Français gaulois, être là depuis Gaulois un peu plus d'un siècle, eh ben c'est ringard. Vous savez, c'est ringard. Donc il faut que vous laissiez la place. Vous avez colonisé l'Afrique, hein, vous avez absolument tout détruit, vous avez fait des atrocités, etc. Eh ben maintenant, c'est notre tour. Oui, la France en Afrique, on a provoqué des massacres, des génocides. Il est trop à l'aise? Ouais. Je suis d'accord. Voilà, le problème c'est que nous, on va où en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Parce que demain, qu'est-ce qu'ils veulent? Étant donné qu'ils veulent une nouvelle France, eh ben l'autre France, en fait, ils en veulent plus. Ça, c'est du Maurras dans le texte. Hein. C'est-à-dire que... C'est vraiment genre le parti de l'anti-France, parti de l'étranger. C'est vraiment Maurras qui, on rappelle, hein, est un auteur antisémite. Mais j'imagine que c'est la France Insoumise qui est antisémite. Demain, dans les jobs, ils vont vous dire, ah ben monsieur, désolé. C'est grave qu'on puisse dire ça en 4K. Bah, c'est ce qui se passe quand on a un journal comme Frontières qui est invité de façon quotidienne sur un plateau de grande écoute, en fait. C'est comme quand on vous dit, vous avez pas de diplôme, vous n'êtes pas au bac plus 5, eh ben, vous avez pas assez de gens dans votre famille qui sont issus de cette immigration africaine et arabo-musulmane, donc le job, c'est pas pour vous. Raconte. Genre... Alors, moi, du coup, j'ai un bac plus 5 en école d'ingénieur. Non, tous les blancs que je connais, ils ont eu du taf. Sans aucun problème. Vraiment sans aucun problème. Genre... Et même en règle générale, les blancs ont un peu eu des meilleurs postes. Mais bon, j'imagine que c'est parce qu'on vit dans un pays de l'égalité. Bon, après, déjà, des étudiants racisés en école d'ingénieur, faut quand même ouvrir grand les yeux pour les voir. Il y en a pas non plus tant que ça. Mais bon, je suis désolé, je crois que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, le discours de ce monsieur. Yohann Usaï, la Nouvelle-France. Oui, une France de l'immigration. Moi, pour rebondir sur ce que... Parce qu'on rappelle quand même que, bah, genre, on a plus tendance à justement avoir une immigration de gens qui ont des diplômes en France. Genre, c'est même pas... Enfin, bref. Direct parce que ça me met hors de moi de voir ça naturellement. Parce que moi, je suis châtain, aux yeux verts, je ne suis pas... Je suis blanc! Non! Comment ça a pu m'arriver? Ah! Tant de souffrance! Je subis vraiment! Non! Ah! La vie est si dure pour les descendants de Gaulois dans ce pays! Racisé. Foutu, là. C'est vrai que, tu sais, dans les fameuses banlieues blanches, en périphérie des grandes villes, où on a foutu des CRS à chaque coin de rue, hein, bien évidemment, la répression policière s'abat davantage sur les blancs dans ce pays. C'est ça, Ah, c'est dur. Ah, mais... Non! Le pauvre à être châtain aux yeux verts. Ah non! La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est quoi? Moi, je suis blanche. Je fume des pétards. Le nombre de fois où ma blanchité m'a sauvé d'un putain de contrôle de police, je ne le compte aujourd'hui même plus. Genre vraiment, je suis... Enfin, moi pour le coup, en étant une tox qui traîne dans ces lores-là, je peux vous assurer que tu le vois très vite, la différence de traitement entre toi, la blanche, et tes potes.
rebeu, hein. D'ailleurs que bon, genre, moi j'ai des potes qui sont d'un niveau de sobriété effrayant, d'accord. Moi je sais pas comment tu fais pour rester autant sobre dans ta vie, tu vois. Qui se font contrôler, alors que moi je suis genre avec un pétard. Et alors, attention, je suis très maligne, parce que ma stratégie c'est de le caler entre mes doigts comme ça et de le mettre derrière mon dos. Malin. Mais bon, j'ai le malheur d'être châtain. Ah, non! Ah! Comment vais-je trouver un emploi? Mais ça... Est-ce que j'ai encore ma place dans ce pays? Bah alors, je sais pas, regarde la classe politique par exemple, tiens. C'est un bon exemple, la classe politique. Est-ce qu'on a encore des châtains? Est-ce qu'on a encore aujourd'hui, en France, dans ce pays, est-ce qu'on a encore des patrons qui sont blancs? Est-ce qu'on a encore des élus de la République qui sont blancs? Est-ce qu'on a encore ne serait-ce qu'un seul homme de pouvoir dans ce pays qui est encore blanc? Je vous le demande! Y a-t-il encore de la place pour des hommes blancs, cisgenres et hétérosexuels? Je vous le demande! Reste-t-il encore seulement un seul patron qui correspond à toutes ces caractéristiques? Je ne sais pas. C'est la fin de la culture gauloise. Est-ce que la France est encore mon pays? Je sais pas, on peut en douter. Selon le maire de Saint-Denis, vous n'avez pas de place. Ah! Ne serait-ce que ce plateau, regardez ce plateau de télévision à 1 heure de grande écoute. Où sont les blancs? Il est clairement en minorité, le pauvre. À Saint-Denis, puisqu'il a dit qu'il ne voulait pas gentrifier Saint-Denis. Donc en gros, qu'il voulait pas trop de blancs, quoi. Ce pays est au moins autant le... Non. D'ailleurs, on ne voit des blancs nulle part, hein, maintenant. Genre, je veux dire, moi, quand je regarde des extraits de la télévision, je ne me pose qu'une seule question, c'est où sont les blancs? Mien que le leur. Hein, donc je peux aller partout si je le veux, et je vais même dire à Éric Coquerel par exemple que si je le souhaite je peux être candidat aux élections, ce qu'il avait dit, il faut plus de noirs aux élections municipales. Je peux encore me présenter aux élections si j'en ai envie. Est-ce que la... Tu sais, genre il y a un ref qui a dit en vrai il y a que des blancs, genre c'est un peu un PB, il y a que des blancs, et lui il a dit quoi? Mais laisse-nous être entre blancs. Ai-je encore le droit d'être blanc? Tu sais, genre le mec a juste dit il y a une sous-représentation, c'est tout ce qu'il a dit. Et lui, son premier réflexe, c'est en mode... C'est trop grave d'être une victime à ce point, genre. La France est encore mon pays, donc je vais même vous dire autre chose. Oui, c'est encore ton pays, y a pas de problème avec ça. Il faut, je crois, avoir un message extrêmement clair, compte tenu de ce... Genre, le mec, il est vraiment en mode, il y a un noir qui a été élu, ai-je encore le droit d'être blanc? Non mais, genre, expérience de pensée. Imaginons que, je sais pas moi, les Noirs et les Arabes dans ce pays pensent de la même manière. À chaque fois qu'il y a un blanc qui est élu, ils doivent se dire « Non! Ai-je encore le droit ?» Bah non, parce que eux, ils le savent, en fait, c'est quoi le racisme. À quoi nous assistons, compte tenu des images que vous venez voir à Saint-Denis, là. Oh là là, le seum. Il faut envoyer un message extrêmement clair. Les étrangers qui envisageraient de venir en France ne sont désormais plus les bienvenus. Voilà. Pour une raison qui est extrêmement claire, c'est que ces images à Saint-Denis, les images... On va aller revoir les images. Montre que de Liest quand il a gagné. Regardez des gens heureux, trop bizarres. Les capacités d'assimiler. L'assimilation ne se fait plus. L'intégration a été rendue impossible. Si bien que ces gens-là prétendent que moi, français... Je crois qu'il va exploser le ref. Genre, on est d'accord qu'il est à 2 doigts de pop. Moi, non racisé, je ne serai plus chez moi en France. Eh bien si, j'affirme que je suis ici chez moi et que je n'ai pas l'intention quelque part de me laisser voler mon pays. Parce que... Ah, il est quand même en train littéralement de dire que pour lui, la France devrait être un pays blanc représenté que par des blancs. Hein. C'est un peu ce à quoi nous assistons. Pardon de le dire en ces termes-là, mais c'est ça quand même. Alors, t'as quand même l'air d'avoir un gros seum, hein, mon frère, genre. Sans méchanceté, genre, sans méchanceté. T'as un peu le seum, non? Je dis ça comme ça, tu vois. Genre, je sais pas si... Mais petit seum, non? Ça pour dire que l'extrême droite, quand même, panique, mais à un niveau... Et en vrai, moi, je trouve ça bien. Parce que plus ils balancent ce genre de truc, plus ça commence à se voir à quel point c'est premier degré des nazis. Et je pense, très sincèrement, que les gens sont pas dupes. Genre, je pense que, en fait, plus ça avance, plus l'extrême droite, en particulier cette extrême droite-là, ne parle qu'à des gens déjà convaincus. Et je pense qu'ils n'arrivent plus à convaincre personne avec ce genre de discours. Je suis très sérieuse. Genre, pour moi, c'est une de mes vraies analyses autour de la diabolisation de la France insoumise, c'est que ça marche pas trop. Genre, en fait, ils sont tellement indécents, ils sont tellement débiles dans la manière d'essayer de diaboliser la France insoumise que désolé, mais genre, faut arrêter de prendre les gens, genre, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Genre, au bout d'un moment, ils l'ont fait beaucoup trop fort. Encore une fois, le truc de, ils vont mettre le drapeau du Hamas.
C'est trop ridicule. C'est trop ridicule. Genre, il suffit pas. Genre, il va falloir nous attaquer sur le fond, en fait, au bout d'un moment. Il va falloir essayer de prendre la gauche sur le fond. Ça marche plus de juste se faire comme ça pendant des... Ça marche plus, en fait. Ça marche plus, ça vous fait stagner. Après, tant mieux pour nous, hein. Genre, de se battre contre des manchots de la politique de cette façon-là, c'est pas plus mal, tu vois. Mais clairement, ils ont rien compris. Clairement, ils ont rien compris et je propose de les laisser patauger dans la boue comme ça, comme Maya Rabib, ça va finir par se voir. Mais alors, pour en finir sur Saint-Denis, avant de passer à la suite, parce qu'on a encore quelques villes à aborder avant de passer à la suite, qui a soutenu le maire de Saint-Denis. Le nouveau maire de Saint-Denis, Bailly Bagayoko. Bagayoko, c'est le Bagayoko là qui leur fait mal. Ça leur fait mal. Et quand les fachos ont mal, nous, ça nous fait du bien. Ouais, bien félicitations. Dit. Quel boss. Non, félicitations, t'as gagné. Ils ont dit on est des délinquants. Ils ont dit on n'est pas assimilés. Vous voyez les gens, on fait souvent la blague, on est dans la pire timeline. Ce genre de moment me redonne de l'espoir pour de vrai. Toi, t'es assimilé, t'es frais, tu ne vois que ta couleur. Tu peux être mathématicien, physicien, tu peux même être astronaute. Ils vont dire on a envoyé un singe dans l'espace. Ils sont comme ça, c'est les relents coloniaux, tu vois, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux qui est l'esclavagisme. C'est de l'IA. En vrai, ça ressemble un peu à de l'IA, j'avoue. Mais j'y crois un peu quand même. C'est ça qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ça leur fait mal. Et ben, je répète, quand les fachos ont mal, nous, ça nous fait du bien. T'as gagné. Bagayoko, le maire de Saint-Denis. Après, ça ressemble vraiment à du charisme un peu, non? Dans la ville de Dagobert, là. Cette vidéo. Bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir, on a trouvé l'extrait un peu en dernière minute, mais non, ça a pas l'air de... Les gens ne parlent pas trop d'IA hein, dans les commentaires, donc ça a l'air d'être vraiment lui, hein. Ça a l'air vraiment lui, hein, pour le coup. Donc non, meilleure timeline, tout le monde. Je suis désolé, je m'en bats les couilles. J'y crois, en fait, moi, j'y crois. Merci, Caris. Voilà, shout out à Caris. Déjà, merci pour les travaux. Merci énormément pour les travaux. Merci pour cet incroyable remix de Sevran. Merci, Caris. Et puis merci d'être basé, en fait, comme ça. Tu sais, en vrai, quand tu fais un peu le bilan, je sais pas si vous avez vu, vidéo que je vous recommande. La dernière vidéo du Rap en mieux. La chaîne secondaire du Rap en mieux. Où il a parlé de l'interview de Booba avec 4 tontons du rap, où Booba est objectivement réactionnaire, et où ça fait vraiment mal au cul. Et désolé de le dire, mais dans le versus, entre Booba Caris, au bout du bout, mais ouais, je sais de quel côté je suis, hein, par rapport à ça. Bon, après, moi, j'ai toujours préféré Caris, en vrai, c'est facile de dire ça, j'avoue. Moi, même les moments où Caris, il a fait moins de la trappe pour faire plus des sons un peu grand public, j'étais fan de baiser. Donc bon... Je suis peut-être un peu biaisé, mais voilà, bah écoutez, moi, genre, je suis trop heureuse qu'on soit dans la timeline où Caris soit aussi basé quand même, c'est trop bien, c'est trop bien. Bref, parlons un peu de Toulouse. J'avoue que j'ai pas du tout dig, j'ai pas pris le temps de dig, donc on m'a envoyé un post Insta, donc on va découvrir ça un peu ensemble, tout le monde. C'est parti pour parler un peu du coup maintenant de Toulouse, affront mémorial à Toulouse. En pleine cérémonie commémorative. Oula, soutien à Young Yud, ancien élève d'Ozar Hatorah et François Picmal. Alors là pour le moment je ne comprends pas grand chose, mais du coup c'est publié par Tzedek. Aujourd'hui 19 mars 2026, comme chaque année, nos pensées se dirigent vers Myriam Monsonego, Arié, Gabriel et Jonathan Sandlers, victimes de l'attentat perpétré par Mohamed Merah contre l'école juive Ozar Hatorah. Ah oui d'accord, c'est cette histoire. En 2012 à Toulouse. En ce triste jour, la commémoration officielle a été le lieu d'un sinistre affront mémoriel. Young Yud, rappeur juif anticolonialiste, membre de Tzedek, et lui-même scolarisé à Ozar Hatorah, à l'époque de la tuerie, a été violemment pris à partie alors qu'il accompagnait François Picmal, député LFI et candidat de la gauche unie à la mairie de Toulouse. Agrippé à plusieurs reprises et menacé de mort, il a été insulté tout au long de la cérémonie par des soutiens du régime criminel israélien. Au moment du dépôt d'une gerbe de fleurs, les députés François Picmal, Adrien Clouet et Anne Stambach-Ternoir ont également été hués et notamment qualifiés de fascistes. Ces insultes sont d'autant plus abjectes que l'antiracisme et la lutte contre les discriminations a été des points centraux de l'engagement politique de François Picmal tout au long de sa carrière et qu'il œuvre depuis plusieurs années à la création à Toulouse d'un mémorial dédié aux victimes de Mohamed Merah, qui, on le rappelle, a été armé par l'extrême droite, et d'un musée portant sur la résistance juive. T'es le prochain, on sait où t'habites, t'es mort, on va vous faire un second trou. Nul doute que la situation aurait pu dégénérer en véritable lynchage sans l'intervention du service d'ordre de la France insoumise, dont nous saluons le professionnalisme. Cette obscénité n'est pas un simple dérapage, elle est une nouvelle illustration du degré de fascisation des militants sionistes qui viennent à qualifier de traître un ancien élève d'Ozar Hatorah,
venus se recueillir en raison d'un message de paix qu'il porte, littéralement une victime. La chanson de Young Yud reflète le cheminement qui l'a mené à ses prises de position actuelles et témoigne de son combat contre toutes les formes d'injustice, plus particulièrement contre le génocide en cours en Palestine. Ces valeurs, ainsi que celles que portent les projets mémoriels initiés par François Picmal pour la ville de Toulouse, sont aussi les nôtres. Parce que la mémoire est politique et que nous refusons absolument l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme au service d'un agenda raciste et réactionnaire, au mépris de la volonté de celles et ceux qui en sont aussi les victimes. Nous adressions notre plein soutien à notre frère Young Yud ainsi qu'à François Picmal. Voilà ce qui s'est passé du coup à Toulouse, donc je l'apprends en même temps que vous, et je trouve que c'est une immense dinguerie. Voilà, donc on est toujours dans cette espèce de période où la France Insoumise est diabolisée parce que soi-disant antisémite, et quand t'as genre une commémoration autour d'une tuerie antisémite, les gens viennent chier dans la colle et faire littéralement genre un affront mémoriel quoi, genre autour d'une histoire, encore une fois, il faut le rappeler quand même, d'un terroriste qui a été armé par l'extrême droite. Genre, désolé de le rappeler encore et encore, mais les gens qui ont fourni les armes, genre, à ce mec-là, pour qu'il tue des juifs, l'extrême droite. C'est l'événement qui a marqué l'entre-deux-tours toulousain. Le sionisme est un antisémitisme. Moi, je suis d'accord, hein, franchement, genre... Pareil pour les frères Kouachi, exactement. Des trucs qu'on rappelle jamais. Mais on va nous faire... Mais on va faire passer la gauche pour les antisémites, tu vois. Genre, quand bien même on organise des trucs pour rendre hommage aux victimes de l'antisémitisme, ça s'arrête jamais, genre. Bon voilà, on va essayer de finir un peu rapidement quand même, parce qu'on est déjà à quasiment 1h30 de capsule, tout le monde. Donc on va passer assez vite sur Paris, d'autant plus que voilà, les commentaires politiques autour des municipales se sont beaucoup orientés autour de la question parisienne. Donc je vous recommande les autres commentateurs politiques si vous voulez avoir vraiment une analyse profonde de ce qui s'est passé à Paris. Ce qu'on peut noter tout simplement, c'est qu'il y a eu un espèce de barrage contre Dati. Voilà, donc on m'a donné une petite carte que je peux vous montrer, comme ça vous pouvez voir un petit peu du coup le vote LFI contre Dati, etc. Mais voilà, je vous laisse aller diguer ce que les autres gens ont pu en dire. Pour le coup, moi je préfère concentrer sur les autres villes. Il y a aussi eu des fausses pubs LFI à Toulouse. Ah ouais, genre ils ont fait des fausses affiches de campagne pour les faire passer pour des antisémites. Ce serait ouf en vrai. Bref. Ensuite, on m'a envoyé un extrait pour parler un peu de Marseille. Voilà. Où Marseille, pour le coup, le RN a fait des scores vraiment pas dégueux. On a eu un refus d'alliance entre le PS et la France Insoumise qui a mené du coup au retrait de Sébastien Delogu. À la suite du coup d'une énorme pression médiatique qui a été exercée à son encontre. Et voilà, petit extrait qui parle de ça du coup. Les surprises viennent de Paris, Lyon, Marseille. Là où il n'était pas attendu que la gauche hors LFI Trigger warning François Hollande arrive largement en tête. À Paris, 12 points de plus que Madame Rachida Dati. Il y a un tel argument. À Lyon, il n'était pas attendu que le candidat écologiste soutenu par le Parti socialiste soit en tête par rapport à Monsieur Aulas. Et à Marseille, dans une ville qui était revendiquée par le Rassemblement national. Il était attendu que les deux candidats, Benoît Payan et Franck Alizio, soient au coude à coude. Et avec une France insoumise qui, dans les trois villes, a fait à peine 10%, suffisamment pour se maintenir. À Marseille, puisqu'on voit bien que c'est extrêmement... Donc là, on voit clairement comment se construit le narratif de la France insoumise qui serait un repoussoir, quand bien même c'est eux qui ont fait les meilleurs scores. Serré entre Benoît Payan, le maire sortant, et Franck Alizio. Là, vous avez un candidat LFI, dans le cas d'espèce Sébastien Delogu, qui appelle à une alliance pour battre le Rassemblement national. Est-ce que là, le principe de responsabilité quand on est candidat... Ouais, on rappelle que depuis 5-6 ans, en termes d'alliance et de propositions d'alliance, la France insoumise a tendance à proposer de meilleurs deals. Et a tendance à vraiment se retirer et à vraiment respecter le cordon sanitaire. Pour le coup, genre c'est un truc qu'on peut pas trop leur reprocher, c'est qu'ils sont vachement plus carrés que les autres en vrai. La de gauche n'est pas de tout faire et de tendre la main pour éviter que la deuxième ville de France passe au Rassemblement national. Le principe de responsabilité, comme vous dites, il est du côté de M. Delogu et de la France insoumise. On parle d'un front antifasciste. Alors, en l'occurrence, à Marseille, c'est quand même l'extrême droite. C'est pas comme à Paris, c'est pas comme à Lyon. Là, c'est l'extrême droite. Donc, la responsabilité est fait alliance. Responsabilité d'une formation politique qui veut lutter contre, soi-disant, le fascisme, c'est de se retirer purement et simplement. Et M. Payan a eu la bonne position en disant, il ne fera pas d'alliance, qu'il se retire. Donc voilà ce qui s'est passé. Pourquoi ne pas avoir accepté la fusion ? Parce que c'est le PS. Le PS, il préfère être tout seul et sous-équipé, sous-stuffé, tu vois, que d'être avec la France insoumise et d'être plus puissant.
Ça les intéresse pas, genre. Mais c'est comme le mec à Lille, tu vois, genre, qui a décidé qui a refusé un deal avec la France Insoumise pour passer au PS, pour au final avoir moins de gens qui, de son propre parti, tu vois, qui font partie de ce truc-là, quoi. De Legus s'est retiré du coup, et ils étaient quand même pas contents. Non mais de toute façon, ils vont toujours se plaindre, ils vont toujours chier à la gueule de la France Insoumise, et ils vont toujours... ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Ça s'arrêtera jamais. Genre, peu importe ce que tu fais avec eux, tu seras toujours le méchant, genre. Alors que on rappelle ce qui s'est passé dans ce pays. On rappelle c'est quoi le mandat de François Hollande. François. Et Franck Alizio. Attendez, je retrouve une image de François. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé après ton mandat? Est-ce que tu te rappelles à quel point tout le monde a arrêté de voter à gauche après ton mandat? Genre, c'est lui qui a tué la gauche. J'en ai marre de l'entendre parler alors qu'il est responsable de la mort de la gauche. C'est lui qui a tué tout ça, genre. C'était ta faute, c'est toi le responsable, François. Pourquoi tu continues à donner des sons aux gens? C'est trop grave. Mais donc voilà, en gros ce qui s'est passé, on peut faire, voilà, petit point très rapidement, voilà, on va conclure sur ma ville, ma petite ville à moi, où, pour être parfaitement honnête, c'était quand même un peu le cirque, parce que du coup, on avait en gros, je crois qu'on avait à Grenoble 6 ou 7 listes de gauche, dont 3 listes trotskistes. Comment dire, il y avait quasiment que des candidats de gauche, dont du coup un espèce de candidat Loki PS, une espèce de candidat divers gauche qui était représenté par Laurence Ruffin, la sœur de François Ruffin, pourquoi pas, qui était en versus contre Alain Carignon, soit l'élu de la République le plus condamné de l'histoire de la 5ème République. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux tout ça, j'ai envie de dire. Genre, je veux dire, au bout d'un moment, genre, t'as la sœur de Ruffin, qui est franchement déjà pas le couteau le plus affûté du tiroir, versus le mec qui a été le plus en prison de l'histoire de la République française. Vraiment, c'était un cirque, tout le monde, c'était un cirque. Et en gros, pour expliquer très rapidement, très brièvement ce qui s'est passé, il y a eu du coup une espèce de giga alliance et de giga mouvement anti-Carignon au second tour. Et basiquement, tout le monde a fait opposition et c'est la gauche qui est passée, quoi. Une espèce d'alliance, enfin, une espèce d'union de la gauche qui s'est faite, du coup, à Grenoble. Donc on est passé d'une mairie écolo à une mairie dirigée par une espèce de mélange, de melting pot, entre, du coup, des trucs de gauche, etc. Laurence Ruffin aurait quand même envoyé les CRS pour nous virer de notre squat. Je sais pas. Moi, j'ai tendance à croire que oui. Donc... pour moi, les choses, elles ont pas tant changé que ça à Grenoble. Et en vrai, écoutez, tant pis et tant mieux à la fois, j'ai envie de dire. Parce que du coup, nous, on va continuer à faire nos trucs, de s'auto-organiser, de faire des trucs, de faire des cantines, de faire des squats, de faire des machins. Et on aime bien quand même avoir une mairie de gauche, parce qu'ils nous cassent moins les couilles, ils envoient moins les flics, et ils sont plus dans le dialogue. Donc ça devrait continuer comme ça. Écoutez, c'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant dans le contexte local à Grenoble, pour le coup. Donc bon. Voilà, c'était la conclusion. Cette petite conclusion, du coup, autour des élections municipales. On peut revenir un petit peu, du coup, sur tout ce qu'on a dit. Petite synthèse. Pour redire un peu ce qu'on a dit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Énorme percée de la France Insoumise partout, dans plein de grandes villes, dans plein de banlieues, ce qui a mené à une vague raciste dans les médias, concrètement, autour particulièrement de la mairie de Roubaix et de la mairie de Saint-Denis. Tiens, les endroits en France qui sont vus comme étant les endroits où il y a plein d'Arabes. Bizarre. Et donc on s'est retrouvé avec énormément de diffamations à la fois à l'encontre de Guiraud et du maire actuel du coup de Saint-Denis. On a également pu obtenir la fin et la mort définitive du concept de primaire de la gauche grâce à l'effondrement de ce parti de cuck qu'est Europe Écologie Les Verts, et je ne peux que m'en réjouir, les gens, désolé, mais je ne peux que me réjouir de ça. On a le PS qui a été vraiment mis en grande difficulté à plein de moments, notamment par la France Insoumise, notamment par exemple à Lille, où il s'est passé plein de dingueries dont on a déjà beaucoup parlé. Ce qu'on observe, du coup, concrètement, c'est qu'on a une polarisation claire entre la gauche, la vraie gauche, donc à savoir la France Insoumise, aujourd'hui qui est représentée d'un point de vue électoral, et l'extrême droite. Clairement, le duel des présidentielles commence à venir, parce que c'est comme ça qu'on est obligé de lire ces élections municipales. On est obligé de les voir comme le dernier moment électoral avant les présidentielles. Et moi qui défends plutôt la candidature de la France Insoumise pour les présidentielles, écoutez, je ne peux que me réjouir de ce que j'ai vu aujourd'hui, de tout ce dont on a parlé. Je ne peux que voir des trucs qui te filent un peu espoir. Genre, par exemple, même la réaction des médias pour faire ces campagnes et tout, ça veut dire qu'une seule chose, ça veut dire qu'ils ont peur,
ça veut dire qu'on est près du pouvoir, ça veut dire que genre c'est à portée de main, il reste plus qu'à faire. En tout cas, moi ça me rend optimiste, ça me donne envie de lutter, ça me donne envie de faire, de faire campagne un peu, on va dire, voilà. Écoutez les gens, peut-être. En tout cas, moi ça me donne plutôt bon espoir pour la suite. La propagande anti-LFI va être hardcore, elle est déjà hardcore. Et en fait, le problème, c'est que je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'ils continuent dans cette side-là et qu'ils sont de plus en plus indécents, ça ne peut que faire monter la France Insoumise. La vérité, ça ne peut que faire monter la France Insoumise. Et ils jouent un peu contre eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et nous, on peut parier là-dessus. Et en tout cas, on peut se servir de ça. Toujours est-il que moi, mes conclusions, ça reste la même. Il faut pousser la France Insoumise à être toujours plus de gauche, à être toujours plus dans la rupture. Et c'est comme ça qu'on va prendre le pouvoir. Moi, je pense sincèrement qu'il y a quand même vraiment, pour éviter que l'extrême droite soit au pouvoir, moi, je vais pas vous mentir, j'ai des angoisses par rapport à l'extrême droite qui arrive au pouvoir. J'ai des angoisses. Encore une fois, je pense pas qu'on va avoir du jour au lendemain, genre la France qui devient l'Allemagne nazie, tu vois. Mais quand même, genre moi, à l'échelle de la lutte, à l'échelle du militantisme, je sais que c'est plus facile de militer dans un pays qui est dirigé par des centristes ou par la gauche, quand bien même j'ai des critiques vis-à-vis d'eux, surtout, enfin, bon, en particulier des centristes, mais aussi des gauchistes. J'ai pas envie que ce soit le cas, tu vois. Genre, moi, j'ai pas envie que de militer à l'OST soit rendu quasi impossible par un gouvernement d'extrême droite. Ça me terrifie. Voilà, je vais pas vous mentir, tout le monde. Je vais essayer de pas avoir un discours non plus de castor débile. On n'est pas des noisettes. Mais faut qu'on fasse bélec un peu quand même. Déjà là c'est la galère, bah ouais exactement, donc tout ce que je veux moi c'est qu'on nous foute un peu la paix quoi, concrètement, donc ça sera moins le cas si on a un gouvernement d'extrême droite, donc on va tout faire pour que ça soit pas le cas, et ça tombe bien, parce que bah aujourd'hui pour le coup de fait on va être obligé de passer par là quoi, le duel clairement moi à la fin des municipales c'est ça ma conclusion, le duel il va se jouer entre la France Insoumise et le Rassemblement National, ou les Républicains en vrai, c'est parce que c'est comme ce que je vous disais, il y a un monde où Bardella ça explose en plein vol et Bruno Retailleau prend le lead. Et moi pareil, la France de Bruno Retailleau me donne pas plus envie que la France de Le Pen, hein. Donc c'est mes conclusions.